Bonjour à tous et bienvenue en direct depuis Sarrebruck. J'aimerais être tout à fait sûr d'être en ligne. Je n'ai pas de retour du côté de C'est parti, donc je confirme que nous sommes bien en direct depuis Sarrebruck pour cet atelier qui est consacré à la résilience du bâti face aux risques naturels. Et nous nous interrogeons, s'agit-il d'un nouveau défi pour le bâtiment ou du nouveau défi pour le bâtiment? Je suis Bertrand Chauvet, je suis délégué régional à Strasbourg d'une structure qui s'appelle l'Agence Qualité Construction et j'aurai le plaisir à la fois d'animer cet atelier table ronde et puis de relayer vos questions, si vous en avez, donc via le chat. J'en profite pour signaler, nous sommes sur un atelier franco-allemand, ce qui signifie en pratique que nous aurons des intervenants qui interviendront en français et en allemand. Sur Zoom, vous avez donc une icône interprétation qui se situe en bas de l'écran. Vous pouvez choisir votre canal via cette icône interprétation. Voilà, donc on sait, hein, les politiques du bâtiment ces dernières années ont essentiellement consisté, lorsqu'il s'est agi de traiter du dérèglement climatique, ont essentiellement consisté à réduire la production de gaz à effet de serre occasionnée par les bâtiments, il s'agit des bâtiments neufs ou en rénovation. Et on peut se demander, ce faisant, si on n'a pas un peu perdu de vue ce qui était la fonction première des bâtiments, à savoir abriter les êtres humains, abriter les hommes et les femmes des risques naturels. Et il me semble que cette question de la protection face aux risques naturels revient très en force ces dernières années, certainement encore plus dans les années qui viennent, puisque nous assistons d'ores et déjà à une intensification des risques naturels occasionnés par le dérèglement climatique. Alors, quand on parle de dérèglement climatique, et si j'emploie cette expression de dérèglement climatique, c'est à dessein, puisqu'on a souvent tendance à réduire ce dérèglement climatique aux questions de réchauffement climatique. Et c'est vrai que nous savons tous que nous devrons faire face dans les années qui viennent à des vagues de chaleur de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Mais je voulais insister lors de cette introduction sur le fait que ce dérèglement climatique à travers la chaleur n'est qu'un aspect, n'est qu'une partie de ce à quoi nous devrons faire face, puisque qui dit atmosphère plus chaude dit aussi capacité supérieure à stocker l'humidité, donc en pratique des sols plus secs avec un impact naturellement sur les fondations. Qui dit réchauffement climatique dit aussi des phénomènes cycloniques plus intenses, avec l'impact qu'on peut imaginer sur les toitures et les huisseries par exemple. Et puis qui dit dérèglement climatique dit aussi précipitations au moins une partie de l'année de plus en plus intense avec l'impact qu'on peut imaginer sur les façades, par exemple. Donc, c'est bien cette approche multifactorielle du dérèglement climatique et ses impacts sur le bâtiment que nous allons essayer de traiter cet après-midi. Nous allons le faire à travers les interventions de 5 intervenants que je remercie très chaleureusement d'avoir bien voulu accepter d'intervenir aujourd'hui. Une présentation courte de chacun d'entre eux. Donc, Éric Petitpas, vous êtes conseiller à la mission risque naturel. Donc, on peut dire que la mission risque naturel, c'est une émanation de la Fédération française de l'assurance qui s'occupe plus particulièrement des enjeux liés aux risques climatiques. Lucille Berlia-Camara, vous êtes responsable d'activité environnement santé au sein du groupe Cercal Qualité Certification. Vous nous parlerez des rubriques résilience qu'on peut trouver à l'intérieur des démarches de certification. Autre outil qui permet d'améliorer la résilience du bâti, plus particulièrement face aux risques d'inondation, le diagnostic. Donc, c'est le diagnostic d'inondation, c'est Emmanuel Siri, qui est responsable d'unité prévention des inondations au syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, qui nous parlera de cette démarche de diagnostic. Nous changerons ensuite d'échelle, mais également de pays. Et donc, c'est l'occasion vraiment pour moi de remercier Hans-Ulrich Thalhofer, qui interviendra lui aussi depuis Saarbrück. Donc, Hans-Ulrich Thalhofer dirige le centre environnemental Saarlor-Lux à Saarbrück. Et il nous parlera de la stratégie globale d'adaptation au changement climatique qui a été mise en place par la ville de Tolai. Et nous sommes là aussi dans la Sarre. Et nous céderons enfin la parole à Guillaume Tournadre, qui est chargé de mission adaptation du bâti aux inondations et qui est également responsable des risques de ruissellement par les collectivités et de la gestion des risques de ruissellement par les collectivités territoriales. Donc, Guillaume Tournadre intervient au sein du CEPRI, qui est le Centre européen de prévention du risque inondation. Voilà.
Ces interventions qui sont courtes et qui dureront chacune 10 à 12 minutes seront suivies par un échange, par un débat entre nos différents intervenants, échange dans lequel vous pourrez, je vous le rappelle, intervenir. Donc n'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions. Et je laisse tout de suite la parole à Éric Petitpas qui va nous présenter la vision de la mission risque naturel et de l'assurance sur les évolutions en cours dans le domaine du dérèglement climatique. Éric, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Bertrand pour cette introduction. J'espère, est-ce que vous voyez bien l'écran? Je suis passé sur l'écran en De mon côté, partage. c'est bon, donc on va Oui, imaginer que c'est bon pour tout le monde. je vais effectivement vous parler de l'impact de l'accroissement des risques naturels sur le bâti. Je vais commencer par rapidement présenter la structure mission risque naturel à laquelle j'appartiens. Quelques chiffres clés qui rappellent des ordres de grandeur et qui font parfois un peu peur. Les observations sur la sinistralité et l'endommagement du bâti, et puis quelques voies de progrès, même si on ne les évoque pas toutes, du moins quelques pistes possibles. Donc la mission risque naturel, c'est une association qui a été créée en 2020. Elle a été créée par les deux structures assurantielles de l'époque qui ont fusionné depuis en Fédération française de l'assurance. Donc la mission risque naturel est une émanation de la Fédération française de l'assurance. Et elle s'occupe, je dirais, de la connaissance des aléas naturels. On s'aperçoit qu'on ne les connaît pas si bien que ça, même si ils nous sollicitent régulièrement. Et puis, bien entendu, en les connaissant mieux, de qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer le comportement des bâtiments, notamment puisque c'est ce qu'on assure au titre de l'assurance dommage en France, la prévention des risques naturels sur le bâtiment. Donc, vous avez là les 12 sociétés qui sont représentées au conseil d'administration de la MRN, en sachant que toutes les sociétés, je dirais, qui appartiennent à la Fédération française de l'assurance sont membres de fait de la mission risque naturel. Les grandes missions de la mission risque naturel, il y a en gros 3 grands pôles. Le pôle qui est en orange sur le slide, qui sont les activités d'interface institutionnelle. Donc la mission risque naturel participe entre autres à la gestion concertée des risques naturels, notamment avec le comité d'orientation permanent des risques naturels, enfin des structures institutionnelles qui travaillent sur le sujet et qui mènent aussi les actions, bien entendu, qui correspondent. On a également des représentants des sociétés d'assurance, une centaine de coordinateurs de risques naturels qui interviennent région par région dans les commissions départementales, par exemple, des risques naturels. Un pôle études et projet recherche-développement, donc dans lequel on développe notamment, par exemple, des outils. On a le système d'information géographique, SIG, de la mission risque naturel, donc qui permet d'établir l'exposition au risque en un point donné du territoire français. On a également constitué une base de données des sinistres indemnisés en catastrophes naturelles et climatiques, donc qui permet de faire des travaux sur la cartographie, par exemple, du retrait-gonflement des argiles en fonction justement des sinistres constatés. Et puis on en parlera tout à l'heure, on a également des études actuellement sur la sinistralité du bâti liée aux aléas naturels. Et puis, on a effectivement ces travaux de recherche à une époque se transforment en général en outils opérationnels au service de la profession. Et donc, les fameux outils dont je viens de parler, ou bien des outils de cartographie, puisqu'on peut, avec des outils de visualisation des données, regarder comment se passe un territoire, une commune, une région, et donc faire des études localisées sur les événements catastrophes naturelles et climatiques. Alors, des chiffres clés. Ça, c'est la photo qui sort d'une publication récente de la Fédération française de l'assurance. Donc, depuis, je dirais, la loi sur les 4 notes depuis 1982, vous avez les principaux événements qui sont relatés là avec les enjeux en milliards d'euros, hein, donc qui sont sur la droite, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, on voit on passait en moyenne sur les années 84 à 1989 de 1,2 milliard sur la moyenne de ces années-là, des 5 années. On passe aujourd'hui à 3,5 milliards. Je dirais comme
comme l'évoque la tendance, globalement, on met un gros point d'interrogation sur la suite des événements. Donc cette étude, vous pouvez voilà. Cette étude, je dirais que globalement, elle a donné lieu en 2015 à l'occasion de la COP 21 à la publication d'un livre bleu de la Fédération française d'assurance. Donc vous avez le lien ici et qui donne donc une cartographie. Est-ce que ma connexion est... Oui, d'accord. Qui donne une cartographie des événements naturels sur les 25 années 88-2013 et donc qui permet de voir que la charge sinistre pour ces 25 ans était de 48 milliards et la projection à 2040, entre guillemets, qui avait été faite en 2015 sur ces années-là, était en gros qu'on doublait la charge sinistre en perspective de différents aléas. Tout ce qui était de type, je dirais, tempête, il y avait une augmentation qui était évaluée de l'ordre de 40%. Tout ce qui était inondation, de la sinistralité liée au phénomène d'inondation, et tout ce qui était lié au retrait-gonflement des argiles notamment, et à la sécheresse, on était entre 2 et 3, donc on était à 2,6 fois les enjeux actuels. Alors bien entendu, on voit que la répartition, alors ça c'est lié à une spécificité française, je dirais, de la répartition entre tempête, grêle, neige, qui est une garantie qui est liée à la garantie incendie, et puis les garanties CatNat, qui sont soumises à un arrêté CatNat par une commission interministérielle qui en décide, et qui, elle, je dirais, concerne plus particulièrement les inondations, la sécheresse, les cyclones, et puis différents aléas dénommés qui font partie de la garantie CatNat. Donc on voit qu'il y avait une répartition à peu près équivalente entre d'un côté les garanties tempête, grêle, neige et de l'autre côté les garanties catastrophes naturelles. Bon, encore un mot pour dire que sur cette évolution de tendance, il n'y a pas 100% le climat qui est la cause. Il y a effectivement un facteur climatique qui avait été évalué de l'ordre de 40%, un facteur enrichissement, puisque bien entendu, en 25 ans, je dirais que les biens assurés, on valorise davantage, on a plus de choses chez nous dans nos appartements aujourd'hui qu'il y a 25 ans ou dans l'industrie. Et puis le facteur répartition, où en tout cas pour la France, apparemment, les grandes migrations de population font qu'on va plutôt vers les zones à risque, les zones côtières ou ainsi de suite, et donc qui fait qu'on a, je dirais, une aggravation du risque du fait des transferts de population. Alors, je vais passer rapidement parce que ces éléments sont le facteur inondation. Je montre 3 types de grands aléas. L'inondation, on connaît bien entendu les inondations de débordement de cours d'eau. On a des remontées de nappes qui sont plus rares, la submersion marine qui est un phénomène qui nous préoccupe pour l'avenir, et puis les phénomènes de ruissellement qui sont, eux, beaucoup moins connus, enfin du moins je parle pour la France, mais je veux dire que globalement, la moitié de la sinistralité inondation qui est collectée par la mission risque naturel en France, plus de la moitié de cette sinistralité est en dehors de la cartographie officielle inondation. Et donc, ça veut dire que les débordements de cours d'eau, eux, font l'objet d'une cartographie assez partagée, connue, avec des plans de prévention des risques et ainsi de suite. Par contre, tout ce qui est ruissellement, c'est beaucoup moins appréhendé. Et du coup, je dirais que quand une construction s'effectue dans une zone nouvelle, elle peut être éventuellement soumise à des ruissellements sans qu'il y ait une cartographie qui la mette en alerte sur ce phénomène. Et donc, très rapidement, je dirais que les 3/4 des événements récents, puisque là on est depuis 82, les 3/4 des événements récents ont lieu dans le quart sud-est de la France, avec l'événement, je dirais, qui a eu lieu il y a pratiquement un an aujourd'hui, un peu plus d'1 an aujourd'hui, les fameuses inondations de la Vésubie, dont on parlera plus tard. Alors, les grands chiffres, là, 21 000 communes qui sont exposées au risque d'inondation en France. Ça, c'est en fonction de la cartographie dont on vient de parler. Quand on regarde la base des sinistres qui sont à la mission risque naturel, on s'aperçoit qu'il y a eu, depuis 1980, quasi 34 700 communes qui ont été inondées en France sur un total de 35 000 communes. Donc on s'aperçoit qu'il y a peu de communes qui n'ont pas été inondées dans le pays. Un quart de la population habite en zone inondable, un tiers de l'activité en zone inondable, et puis environ un petit million d'habitants qui est exposé à la submersion marine. Donc là, des photos qui anticipaient et qui rappellent dramatiquement les images que j'ai pu voir à l'occasion des événements d'Allemagne et de Belgique récemment, donc avec des phénomènes d'érosion phénoménaux
puisque là, on a 15 mètres de terrain qui ont été attaqués par la crue, et on voit qu'il y a une maison qui est en suspension dans le vide, comme celle-ci également. Pareil, cette maison, malheureusement, il y avait 2 habitants dedans qui ont succombé aux inondations, mais il faut dire que leur maison, qui était une petite maison, certainement ancienne autrefois, a été aménagée, et malheureusement, elle était dans le lit majeur de la rivière, et quand la rivière a pris ses droits, eh bien, la maison a disparu dans l'événement. La sécheresse, qui est un phénomène de développement, et je dirais qu'il n'y a pas qu'en France que ça se produit, puisque je lisais récemment quelque chose sur la Wallonie, qui a aussi qui rencontre des problèmes vis-à-vis de la sécheresse. Et donc là, vous avez sur la période 89-2019, où le dispositif a été pris en charge par le régime CatNat en France, vous avez actuellement... Je crains que nous n'ayons perdu Eric Petitpas. Oui. Eric Petitpas, votre liaison semble un peu instable. Je ne sais pas si vous avez moyen de libérer la bande passante. Enlever ma caméra, si j'arrive à retrouver... Votre caméra a été déjà coupée par la régie pour libérer la bande passante, donc je ne sais pas, mais on vous entend à nouveau, donc allez-y. Ça va mieux là, non? Ça semble aller un peu mieux, effectivement. Et là, vous voyez toujours mon écran, parce que je vois qu'il y a un deuxième écran. Oui, par contre, vous avez commencé, c'est votre écran que vous avez dû relancer, mais peu importe, vous pouvez descendre et avancer votre présentation au point où on était tout à l'heure. C'est bon? Ouais. Alors, ça, voilà, hop. Donc, on est sur les sols argileux, là, donc c'est bon, vous pouvez reprendre. Donc, sur la sécheresse, donc, disons que c'est un phénomène donc, qui s'accroît, dont l'importance s'accroît, puisque je dirais que sur la période 88 à 2013, en moyenne, quand on répartit sur les 25 ans, le coût moyen de la sécheresse, on était de l'ordre de 400 millions par an, et sur les 5 dernières années, on est plutôt sur une tendance à 800 millions, 1 milliard, en sachant que c'est plutôt des évaluations à ce stade, étant donné le temps qu'il faut pour gérer ce problème-là, maison par maison. Donc la sécheresse, c'est un véritable... Et c'était dans l'analyse qu'on a montré tout à l'heure, le facteur qui risque de croître le plus. Et donc c'est vraiment un sujet de préoccupation permanent dans le pays actuellement. Donc là, vous avez les chiffres. Voilà, très rapidement, je passe sur cette slide. Et vous avez ici la tendance aussi des demandes de reconnaissance CatNat. Donc vous voyez que la tendance est à l'augmentation de tous les côtés. Et ça, c'est la cartographie France, évidemment, d'exposition ou de sensibilité. Plus c'est rouge, plus c'est sensible au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Autre phénomène donc, qui prend la moitié de la charge. On a vu qu'on était en CatNat. La inondation, sécheresse, c'est de la CatNat. L'autre partie, c'est tempête, grêle-neige. Voilà un phénomène, par exemple, de tempête avec des vents violents. Donc, on avait un début de tornade ici, avec une tornade de niveau 2. Et donc, on voit qu'une maison en maçonnerie, qui est pourtant quelque chose de lourd, je dirais que cette maison a été décimée au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, et donc n'a pas résisté à la toiture, à emporter une partie de la maçonnerie. Et on constate également que la maçonnerie ne présente pas de chaînage d'armature, et donc certainement que le défaut de construction a entraîné un mauvais comportement du bâtiment face à cette sollicitation violente. L'Observatoire de la sinistralité, maintenant, rapidement, donc je dirais que l'objectif, c'est de travailler à partir des données d'expertise. Autrement dit, on prend les rapports d'expertise et on décompose ce qu'il y a dedans pour observer la sinistralité. Donc, l'expert, il fait un chiffrage par poste de préjudice. Et en fonction de ces postes de préjudice, eh bien, il va dire il y a tant d'euros qui vont sur la toiture, tant d'euros qui vont sur la façade, tant d'euros qui vont sur les volets. Et on regarde justement dans ces rapports la répartition des dommages, donc à partir de ces données d'expertise. Bon, l'objectif, c'est bien entendu d'améliorer et de chiffrer la connaissance et la nature de l'endommagement du bâti à une échelle fine pour mieux connaître les effets de ces différents événements naturels. Et bien entendu, à partir du moment où on a identifié, je dirais, les volumes et les fréquences, on peut procéder à des actions sur l'amélioration et la prévention du comportement des bâtiments vis-à-vis des risques naturels. Et donc, vous trouvez des publications qui ont été faites par thématique sur la sécheresse ou sur les inondations. Et donc, on retrouve ici cette maison décomposée par éléments et on va chiffrer
événement par événement, on va déchiffrer les rapports et les mettre dans des petites boîtes qui correspondent, en gros, à la nomenclature, d'ailleurs, SICODES de l'Agence Qualité Construction, pour être homogène avec ce qui se passe en construction, d'ailleurs, du côté français. Et puis alors là, c'est une œuvre d'art, ce slide, mais bon, ça devait être compliqué de faire de la traduction. Donc vous vous retrouvez pour quatre grands phénomènes naturels: la sécheresse, les inondations, la grêle et la tempête. Alors, c'est pas général, hein, c'est pas une démonstration sur 20 ans de sécheresse, 20 ans d'inondation. C'est à l'occasion d'événements, puisque pour l'instant, on met en place le dispositif d'observatoire. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, les fondations sont concernées dans 52% ou consomment 52% des ressources quand on indemnise. Eh bien, on passe 52% des indemnités à réparer les fondations et accessoirement tout ce qu'il y a au-dessus, les façades et éventuellement les embellissements qui sont endommagés. En inondation, sans surprise, on retrouve bien entendu tout ce qui est l'aménagement intérieur, ce qu'on appelle les embellissements. En tempête, on trouve bien entendu 40% la couverture, mais qui était une surprise, on trouve les portails et les clôtures qui sont pas tellement faites pour résister au vent, et la preuve, elles consomment 23%, je dirais, des indemnités sur le sujet, ce qui est assez énorme. Et puis la grêle, qui sans surprise touche évidemment les charpentes et les couvertures, mais touche également les menuiseries, notamment les volets roulants, qui en France, il n'y a pas de normes sur les résistances à la grêle, pratiquement pas. Et donc ça se paye, il n'y a pas de normes et donc ça a un coût. Donc les voies de progrès, je dirais globalement, c'est faire mieux. Donc pour faire mieux, c'est bien entendu mieux connaître, c'est compléter la cartographie. J'ai dit tout à l'heure, on avait des carences en matière de ruissellement. Je viens de le dire, on a des sujets en matière de grêle. On n'a pas de cartographie nationale de la grêle. On connaît pas si bien que ça les cavités. On maîtrise pas très bien les vents violents. On a des règles sur le vent, mais sur les vents, je dirais, les phénomènes tourbillonnaires, on n'a pas beaucoup, et on a de plus en plus de tornades. Donc, a priori, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Bien entendu, c'est prendre ces aléas naturels, les prendre en compte dans la conception des bâtiments, reconcevoir les référentiels de construction, que ce soit sur le neuf ou sur l'existant, dans une logique de progrès. Il y a des moments où ça sert à rien de vouloir poursuivre des logiques d'il y a 50 ans. Il faut savoir changer éventuellement de logiciel et adapter la construction ou la réadapter. Et puis développer également, je dirais, grâce aux critères de ESG, qui concerne les investisseurs qui doivent justifier, je dirais, de la qualité de leur investissement, et bien développer je dirais, les constructions qui doivent répondre à ces critères, puisque c'est eux qui sont les donneurs d'ordre pour pouvoir suivre l'évolution climatique. Donc, je cite au passage le référentiel de résilience du bâti aux aléas naturels. La mission au risque naturel a, je dirais, fait un répertoire des différents guides et qui peuvent contribuer effectivement à mieux construire. On a également, on est en train de développer une thèse sur le diagnostic de performance à la résilience pour pouvoir mieux qualifier, je dirais, la performance des bâtiments. Alors, c'est aussi reconstruire mieux, c'est-à-dire que c'est en général pas juste après l'événement qu'on est le plus armé pour mieux faire. Il faut avoir anticipé le sujet et pour être prêt au moment d'une crise, en gestion de crise, ça veut dire qu'il faut faire du résilient au quotidien pour être prêt juste après la crise. C'est trop tard si on attend la crise pour se réveiller. Il faut en réalité pratiquer tous les jours pour être bien au moment où effectivement on doit procéder à la réparation des biens en intégrant le résilient. Et puis, c'est bien entendu mieux connaître, et donc ces fameux diagnostics de performance, que ce soit sur la cotation de projets nouveaux, pour voir s'ils ont une bonne note, entre guillemets, de la performance à résilience pour des biens existants, orienter les investissements qu'on peut faire sur de l'existant et les orienter. Alors, Eric, par chance, nous sommes en toute fin de présentation parce que nous avons à nouveau un problème de connexion. Je ne sais pas si vous nous entendez. Je crois que nous avons perdu Eric Petitpas qui, par chance, a le bon goût de partir au moment où sa présentation est quasiment achevée. Ce que je vous propose, c'est que nous allons considérer de toute façon, nous retrouvons Eric pour l'échange de fin de présentation. Ce que je vous propose, dans la mesure où nous n'avons pas de questions sur le chat dans l'immédiat, c'est de laisser la parole à Lucille Beria-Camara.
Est-ce que vous nous entendez, Madame Beria-Camara? Oui, c'est parfait. Donc, je vous laisse la parole. Donc, je retiens de la présentation de Eric Petitpas que la problématique risque naturel, elle n'est pas pour dans 10 ans, elle n'est pas pour dans 15 ans, elle n'est pas pour dans 20 ans, elle est pour maintenant tout de suite. Que, les effets du dérèglement climatique sont manifestement déjà perceptibles. Je note aussi qu'il y a des pistes d'amélioration dont il est possible de se saisir. Et je pense que la certification dans sa dimension résilience est un de ces outils. Donc, je vous laisse la parole, Madame Beria-Camara. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez? Vous voyez tout? Pour l'instant, c'est parfait. On va croiser les doigts collectivement. C'est ça. Alors, avant de vous parler donc, de la façon dont on traite effectivement le sujet de la résilience dans la certification, je voulais vous présenter rapidement le groupe Qualitel et donc la certification, qu'est-ce que c'est? À l'origine, donc l'association Qualitel a été créée en 1974. C'est une association à but non lucratif, donc qui a pour principale activité la promotion de la qualité du logement en France, donc au travers de sa filiale de certification qui est Cercal Qualitel Certification. L'évaluation et l'expertise avec KIOS, l'information du grand public sur la qualité du logement, donc ça c'est la mission d'intérêt général de l'association Qualitel. On a le fonds de dotation qui soutient les organismes qui œuvrent pour le logement des plus défavorisés. Et puis le petit dernier, c'est Qualitel Formation qui propose de la formation sur la thématique du bâtiment durable. Alors, la spécificité, la particularité du groupe Qualitel, c'est qu'elle détient au sein de son conseil d'administration tous les acteurs du secteur du logement. Donc, on a à la fois des associations de consommateurs, des usagers du logement, des acteurs de l'offre du logement et du financement comme l'USH, comme la Caisse des dépôts, la FPI, la FNAIM. On a les acteurs de la filière de la construction, donc l'INTEC, l'UNSFA, la CAPEB, la FFB. Et puis, on a l'État, bien évidemment, et des organismes d'intérêt général comme l'ANA ou le CSTB. Tout ça pour vous dire que quand on construit des référentiels, le référentiel de certification NF Habitat, il faut qu'on ait le consensus, enfin en tout cas qu'on arrive à trouver consensus au sein de toutes ces parties prenantes. Donc, c'est vraiment ce qui fait la robustesse, la force de notre référentiel de certification. Alors, la différence avec la réglementation, rapidement, pour qu'on ait une définition commune de la certification, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une démarche volontaire par rapport à la réglementation. Donc, c'est le maître d'ouvrage qui souhaite faire attester que son bâtiment, dans notre cas, a une qualité supérieure et contrôlée. Et donc, il est conforme à un cahier des charges qu'on appelle, nous, un référentiel. Voilà, donc c'est encadré par le code de la consommation. Hop. Et ça, c'est la construction finalement de notre référentiel de certification qui est structuré de façon à répondre au cadre de référence du bâtiment durable de l'Alliance HQE, donc qui est lui-même développé autour de 3 engagements, les 3 grands piliers du développement durable qui sont la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique. Et en face de chaque engagement, on a des objectifs qui sont définis. Donc ça, c'est la partie à gauche, pardon. Et pour répondre à ces objectifs, on a donc élaboré plusieurs exigences dans différentes rubriques. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de rubriques. Si on prend l'exemple du premier engagement qualité de vie, on aura un objectif qui est des lieux plus sûrs et qui favorise la santé. Et donc, pour répondre à cet objectif, on a développé 4 rubriques qui sont la sécurité-sûreté, la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'eau. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la résilience vis-à-vis des risques. Voilà, donc ça, c'était pour vous introduire et pour comprendre un peu mieux comment est construit notre référentiel de certification et quels sont les objectifs derrière ces rubriques et ces thématiques. Alors, donc c'est parti, on va donc parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et de cette fameuse rubrique résilience vis-à-vis des risques qui a été créée en 2018. C'était tout simplement pour sensibiliser les parties prenantes aux effets du changement climatique. Je pense qu'on peut se dire maintenant que c'est plus un secret pour personne, le climat se réchauffe,
les événements climatiques extrêmes vont s'intensifier. Le dernier rapport du GIEC le confirme. Il est urgent maintenant d'agir en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre, d'autant plus que les bâtiments de logement, ils ont quand même une durée de vie qui est relativement longue. Donc, il faut maintenant construire et rénover en anticipant la récurrence de ces événements climatiques extrêmes. L'objectif de cette rubrique, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la prise en compte des effets des aléas climatiques et, quand on a pris connaissance de ces risques, les prioriser et mettre en place des dispositions pour lutter contre ceux-ci. Avant de vous présenter concrètement les exigences de... Hop, pardon, du coup, il faut jouer avec le... Là, voilà. Je fais tout défiler du coup. Avant de vous présenter concrètement les exigences de cette rubrique et l'outil qu'on a développé pour y répondre, je voulais juste qu'on s'entende sur certaines définitions de termes que je vais utiliser assez fréquemment par la suite. Donc, on entend par aléa la probabilité qu'une situation ou un événement pouvant causer des dommages se produise. Donc, on peut par exemple prendre l'exemple de l'aléa canicule ou l'aléa inondation. L'effet d'un aléa, c'est les conséquences que la réalisation d'un aléa, lorsqu'il existe une source de vulnérabilité, donc c'est les conséquences de la réalisation d'un aléa. Donc si on prend l'exemple de l'aléa canicule, l'effet, ce sera un inconfort thermique. Si on prend l'exemple de l'aléa inondation, l'effet, ce sera par exemple la rupture d'approvisionnement en eau potable. Et ensuite, il y a les mesures qui permettent la prise en charge d'un effet d'un aléa. Donc, c'est les dispositions techniques ou organisationnelles qui vont permettre de limiter l'effet d'un aléa. Typiquement, si on reprend notre exemple aléa canicule, ça va être la mise en place d'occultation aux fenêtres. Pour l'inondation, ça peut être la mise en place de réserves d'eau potable. Donc, ça, c'est la slide que je vous présente là. C'est en fait les deux exigences de notre rubrique résilience. Alors, effectivement, il n'y en a que deux. C'est assez simple et c'est assez direct. La première exigence, donc RES 1.1, c'est le niveau d'entrée dans la certification qu'on appelle le niveau NF Habitat, qui est de communiquer aux habitants et aux gestionnaires les procédures et les bonnes pratiques à respecter en cas d'aléas climatiques. Cette rubrique, elle est à destination à la fois d'opérations en construction comme en rénovation et à la fois en métropole et dans les DOM. Donc, les aléas climatiques auxquels l'opération est soumise, c'est à minimum pour la métropole, les canicules et les tempêtes. Et pour l'île de la Réunion, ça va être les fortes pluies. Et pour la Guyane, les mouvements de terrain. La deuxième exigence, le deuxième niveau, pardon, en niveau HQE, donc niveau supérieur, ça va être de venir prioriser les aléas qui concernent la parcelle et d'en traiter au moins, alors on a 2 effets d'aléas climatiques en construction, ce sera seulement un seul en rénovation pour obtenir 1 point. Il va falloir traiter au moins 3 effets d'aléas climatiques, 2 en rénovation pour avoir 2 points, et puis la totalité d'un aléa climatique pour avoir les 3 points maximum. Les aléas climatiques qui sont concernés dans cette rubrique, c'est donc les canicules, les tempêtes, les inondations, la sécheresse, les retraits-gonflements des argiles, les mouvements de terrain et l'élévation moyenne des températures. Pour recenser les informations et les bonnes pratiques, on peut utiliser le site Géorisque qui centralise donc les informations officielles qui concernent donc les risques naturels et technologiques à la parcelle. Et donc, pour appliquer ces exigences, on a développé un outil que je vous présente par la suite. Alors, j'ai fait des impressions d'écran parce que c'est plus sûr. Cet outil, il est accessible donc à nos clients sur un portail. Il est très simple d'utilisation. En fait, il suffit de venir renseigner l'adresse de l'opération, de renseigner l'activité, donc est-ce que c'est un projet de construction ou de rénovation, et le niveau de phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc, est-ce qu'on est en présence d'espaces végétalisés et de cours d'eau en grande quantité, pas beaucoup, ou est-ce qu'il n'y en a aucun?
Et puis, sur les caractéristiques des constructions, des constructions voisines, on demande si c'est plutôt des constructions à plusieurs étages ou des constructions basses. Et ensuite, il y a juste à venir cliquer sur « Traiter les aléas ». On va pouvoir accéder de cette façon à la priorisation des aléas qui sont calculés automatiquement à partir de données de risque et de données météo. Donc, on arrive sur la page suivante quand on a renseigné ces deux, trois informations. En fait, on voit qu'on a donc les différents aléas, vagues de chaleur, pluie intense, mouvement de terrain, etc. Et en face, on a des priorités qui sont définies. Donc, P1, ça va être un risque fort avéré, P2, un risque moyen avéré, et P3, un risque faible. Pour associer en fait un niveau de priorité à chaque aléa, on a mixé deux types de données. Donc, on a une partie vulnérabilité qui va venir faire l'inventaire des données assez facilement accessibles qui permettent d'avoir une information sur le niveau de risque actuel. Et puis, on a une partie occurrence prévisionnelle qui va rassembler des informations sur les projections climatiques, donc pour venir affiner la priorisation en fonction des conditions climatiques futures. Alors, pour donner un exemple, si on prend l'exemple de l'aléa pluie intense, on va par la partie vulnérabilité. On va venir s'interroger sur la localisation. Est-ce qu'elle est située en territoire à risque important d'inondation? Est-ce qu'elle est recensée dans un atlas des zones inondables? Est-ce que la commune fait l'objet d'un PPRN qui concerne les inondations? Dans quelle zone du PPRI, etc. Et la partie occurrence prévisionnelle, on va venir calculer le nombre de jours de forte pluie qui est prévu par le modèle qui est utilisé donc, dans l'outil. Donc, on se base sur un scénario RCP 4,5 donc qui se base sur une stabilisation des émissions de CO2. Et on utilise, ça c'est pour la partie un peu techno derrière, on utilise le modèle climatique qui est le modèle Aladdin de Météo France. Donc, on a ces informations qui sont recherchées automatiquement juste à partir de l'adresse de l'opération et qui sont croisées entre vulnérabilité et occurrence prévisionnelle pour définir donc un niveau de priorité. Alors, ensuite, donc là, je prends l'exemple de l'aléa vague de chaleur. Donc, quand on clique sur l'aléa vague de chaleur, en fait, on a un certain nombre de mesures qui viennent s'afficher pour traiter, donc pour choisir quelles mesures à mettre en place pour traiter des effets de cet aléa. Donc ici, par exemple, on a sélectionné une première mesure pour traiter l'effet d'inconfort thermique. Donc ça va être la mise en place d'un système passif type surventilation ou brasseur d'air. Et puis, bon, c'est un exemple que j'ai pris. J'ai pris aussi une mesure qui est pour traiter l'effet de dégradation de la qualité de l'air. Donc, on va choisir des matériaux qui contribuent à la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Voilà, donc en cliquant sur chaque intitulé d'aléa, l'utilisateur il accède aux mesures qui sont proposées pour prendre en charge les différents effets de chaque aléa. Ces mesures, elles sont de deux natures. Soit elles font référence donc, à des exigences qui sont dans notre référentiel de certification NF Habitat, soit c'est des recommandations qu'on trouve, par exemple, des recommandations du BRGM, par exemple. Alors, j'ai bientôt fini. Du coup, là, on retourne, donc on fait ça en fait, alors on peut faire ça pour chaque aléa ou pas. En tout cas, ici, on a juste sélectionné deux effets, donc mis en place deux mesures, et on obtient donc le résultat. Hop. Donc, on obtient la note de HQE 1 point. Voilà, donc c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Qui a, j'ai envie de dire seulement, mais c'est déjà important, de sensibiliser et de valoriser ceux qui font des efforts et qui mettent en fait en place une stratégie qui va permettre de minimiser les dégâts et d'assurer la continuité du fonctionnement du bâtiment, parce que c'est pour nous en fait la définition de bâtiment résilient. Voilà, j'ai fini ma présentation.
Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Donc, moi, ce que je retiens de cette présentation, c'est que d'une part, il est possible d'ores et déjà d'aller au-delà de la réglementation de manière volontaire, je dirais même volontariste. Ce que je constate aussi, c'est que je dirais la première démarche de prévention, c'est la connaissance. Essayer déjà d'avoir une idée claire, une conscience claire des risques qui peuvent affecter un bâtiment en fonction de sa situation. J'en profite pour signaler que au-delà de l'outil proposé par Sarcal, en France du moins, le site GeoRisque permet déjà d'identifier un certain nombre de risques lorsqu'on veut se lancer dans une opération de construction ou une opération de rénovation. Et comme nous sommes très en retard, j'en profite pour laisser la parole immédiatement à Emmanuel Siri qui va nous parler du diagnostic risque inondation. Emmanuel, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, moi, si vous avez la possibilité de passer ouais. en plein écran, parce que ça risque d'être difficile à lire, je pense. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon pour vous? C'est bon pour nous, oui. Oui, donc je me présente Emmanuel Siri, je suis référente prévention des inondations au syndicat des eaux de l'assainissement Alsace-Moselle. Donc très rapidement, la structure, c'est une collectivité locale qui est en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et la lutte contre le ruissellement et les coulées d'eau boueuse. Donc essentiellement sur le territoire du Bas-Rhin et de la Moselle depuis le 1er janvier 2016. Le SDEA est également structure porteuse de plusieurs démarches globales de prévention des inondations. Ça représente à peu près 550 communes via ce qu'on appelle les programmes d'action de prévention des inondations. Donc vous voyez sur la carte les différents périmètres concernés par ce qu'on appelle ces PAPI. Les programmes d'action de prévention des inondations, qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils de contractualisation entre l'État et une ou plusieurs collectivités, et également avec d'autres partenaires financiers, donc nous en l'occurrence la région Grand Est et l'agence de l'eau-Rhin-Meuse, et qui permettent de mettre en œuvre un ensemble d'actions pour lutter contre la prévention des inondations. Donc ces actions, elles passent par différentes typologies, notamment tout ce qui concerne l'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. Donc l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens qu'ils vivent en zone inondable, parce qu'en général, ils ne le savent pas. Il y a tout un volet sur la surveillance et la prévision des crues et des inondations. Donc là, c'est vraiment la partie, quand on sait qu'un événement pluviométrique qui va intervenir, c'est vraiment être en capacité de prévoir et de se dire l'eau va monter. Donc c'est notamment important pour tout ce qui est gestion des ouvrages. Un volet sur la lettre et la gestion de crise, donc là qui est essentiellement du ressort des maires, notamment par l'activation des plans communaux de sauvegarde. Tout un volet de prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme. Je parlerai après des plans de prévention des risques inondation, mais là, c'est vraiment comment la collectivité en charge de l'urbanisme intègre le risque dans toute sa planification et dans les préconisations, notamment quand elle instruit ses permis de construire. Un volet réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes. Donc là, on travaille vraiment à l'échelle du bâtiment individuel. Et les deux gros volets qui intéressent essentiellement, notamment pour l'aspect financement, tout ce qui concerne le ralentissement des écoulements, donc c'est-à-dire stocker l'eau avant qu'elle arrive sur les zones urbanisées, et tout ce qui relève de la gestion des ouvrages de protection hydraulique. Donc là, on est plus dans tout ce qu'on appelle communément les digues et les protections rapprochées. Donc, vous voyez, c'est tout un panel d'actions. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est vrai qu'en général, on se dit lutter contre les inondations, la solution, c'est mettre en place des ouvrages pour protéger les gens. Sauf que parfois, ce n'est pas possible. Parfois, on n'arrive pas à protéger pour toutes les occurrences de crues. Donc, il y a tout un volet que l'État met de plus en plus en avant, qui est vraiment l'aspect réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. Donc, alors, pourquoi je ne vois plus mon écran défiler? En tout cas, nous avons toujours votre présentation à l'écran de notre côté, a priori. Du coup, en parallèle, l'État
dans son pouvoir régalien, met en œuvre des plans de prévention du risque inondation, donc, qui sont des servitudes d'utilité publique hein, qui ont vocation à documenter, à réglementer l'urbanisme en zone inondable. L'État, pour vraiment encourager à ces mesures de réduction individuelle, rend désormais obligatoire dans les nouveaux PPRI les diagnostics de vulnérabilité sur les bâtiments qui sont présents et qui sont existants aujourd'hui en zone inondable. Et ils rendent également obligatoire un certain nombre de mesures. Du coup, tout ce qui est dispositif anti-refoulement, d'étanchéité amovible, hein, donc ce qu'on appelle communément les bâtards d'eau, et aussi tout ce qui concerne l'arrimage des cuves qui pourraient flotter en cas de survenue d'une inondation. Du coup, je vais vous présenter plus précisément les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments. Le principe, et ça rejoint un peu la présentation précédente, hein, c'est bien d'identifier la vulnérabilité des bâtiments qui aujourd'hui sont en zone inondable et qui n'ont pas bénéficié de mesures spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on construit un nouveau bâtiment en zone inondable, on est obligé de construire au-dessus de la cote des plus hautes zones. On n'a pas le choix de monter un PPRI. Mais pour les bâtiments qui sont existants à la date de prescription, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir quel est le niveau atteint par l'eau dans la maison en cas de crue centrale, quels sont les points de faiblesse de la maison, quels sont les points de rentrée d'eau dans la maison et également quels sont les matériaux sensibles. Donc, tout ça, ça va être présenté aux particuliers, je vous le présenterai plus en détail après. Et grâce à ce diagnostic, derrière, les particuliers vont pouvoir bénéficier de subventions via le Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour réaliser leurs travaux. Aujourd'hui, l'État, via ce fonds, ce qu'on appelle le fonds Barnier, il peut financer jusqu'à 80% les travaux de réduction de vulnérabilité dans la limite de 10% de la valeur vénale de l'habitation, mais ça permet déjà de couvrir un certain nombre de mesures. Donc concrètement, au niveau du SDEA, on a recruté une technicienne qui travaille à ce qu'on appelle l'opération PESEC. Voilà. Donc c'est une opération qui cible spécifiquement les particuliers. On est en train de développer par ailleurs le même type de diagnostic pour les entreprises, mais c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Donc ce diagnostic, il est gratuit. Il se fait sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on fait des campagnes régulièrement, on identifie les maisons qui sont en zone inondable. Chaque personne reçoit dans sa boîte aux lettres un courrier qui est signé par le maire et par le président du SDEA, avec un fascicule et qui lui explique que voilà, il vit en zone inondable et ils peuvent bénéficier de ce diagnostic gratuit. Donc c'est sur la base du volontariat et il y a aucune obligation derrière de faire les travaux à la suite du diagnostic. On est vraiment dans le... on vous propose ce diagnostic, derrière, vous faites ce que vous avez envie de faire finalement. Il y a également, du coup, un accompagnement post-diagnostic pour élaborer notamment la demande de dossier de subvention. Si jamais les gens veulent s'engager dans ces travaux, on peut les aider derrière à monter leur dossier. Donc la visite, elle a deux objectifs. Elle a un premier objectif qui est pédagogique, parce que déjà, si on arrive chez les gens, on est déjà content, parce que autant vous dire qu'on n'a pas non plus un taux de retour très, très important. Et du coup, l'objectif, il est pédagogique dans le sens où déjà, on rappelle ce qu'est le PPRI, dans quelle zone ils vivent, et que vraiment, on leur montre que leur maison, elle est en zone inondable, et on leur rappelle également les bons gestes. Par exemple, je ne vais pas chercher mes enfants à la crèche ou à l'école quand il y a une inondation. Je ne vais pas chercher à sortir ma voiture du garage qui est enterrée et risquer de se retrouver en danger dans mon habitation. Donc voilà, il y a toute une série de mesures que l'État rappelle régulièrement. Mais du coup, déjà, il y a ce premier travail pédagogique. Et il y a la deuxième partie qui est technique. Qui est dans un premier temps de leur montrer en fonction de la hauteur d'eau qui est effectivement qui concerne leur habitation,
de montrer qu'il y a plusieurs stratégies. Quand on a des hauteurs d'eau qui sont inférieures à 1 mètre, on est dans la stratégie résister. Et on peut mettre en place notamment des systèmes amovibles d'étanchéité, des systèmes anti-refoulement. Quand on a des hauteurs d'eau qui sont supérieures à 1 mètre, on est là dans la stratégie CD, parce qu'on sait qu'au-delà d'1 mètre, notamment, les bâtards d'eau peuvent ne plus suffire et risquer de déstabiliser notamment la structure du bâtiment, notamment sur les entrants, les fenêtres, les portes. Et du coup, là, on les incite plutôt à être dans la stratégie CD, c'est-à-dire d'adapter les matériaux qui sont dans leur maison, donc avec des matériaux qui sont peu sensibles à l'eau, de rehausser les équipements sensibles. Alors, il suffit parfois juste de mettre sur 2 ou 3 parpaings la machine à laver ou le congélateur qui sont dans le garage. Et ça peut aller jusqu'à l'individualisation des circuits électriques quand vraiment, par exemple, le panneau électrique, il est soumis, enfin, il est dans l'eau en cas de crue centrale. Et du coup, pour faire ça, on identifie les points sensibles de l'habitation. Donc, concrètement, la technicienne, quand elle arrive chez les gens, elle fait le tour de l'ensemble de la maison. Elle a identifié avant de venir la cote des plus hautes eaux, jusqu'à où elle peut monter. Et l'idée, c'est de matérialiser pièce par pièce l'ensemble des points de vulnérabilité de l'habitation. Donc, vous voyez, c'est beaucoup par reportage photo. Et elle fait un plan également en identifiant tout ce qui est prise électrique, voilà, risque d'arrivée d'eau par le réseau, etc., ou par les portes et les fenêtres. On fait également une estimation, alors c'est une estimation un peu à la louche, sur la base de prix un peu moyens, des dégâts que ça génère et du coup de la remise en état qui serait impactée derrière. Et à partir de là, on propose des solutions en fait, pour réduire ces dommages. Donc, on les a classés en plusieurs priorités. Donc, il y a la priorité 1. Emmanuel, je vais vous demander d'accélérer un tout petit peu, parce que déjà, je peux annoncer d'ores et déjà que nous n'aurons pas de débat en fin d'atelier, mais que nos 2 derniers intervenants puissent intervenir dans de bonnes conditions. D'autant plus que j'ai une question pour vous, donc allez-y. Ok, ça marche. Donc, tout ce qui concerne vraiment la mise en sécurité des biens et des personnes. Donc là, on est dans j'empêche l'eau de rentrer, je sécurise mon environnement extérieur. Donc là, c'est vraiment les mesures basiques, bâtard d'eau, arrimage des citernes, clapet anti-retour, étage refuge, si vraiment le rez-de-chaussée est sous l'eau. Un niveau de priorité 2 recommandé, donc c'est-à-dire là, on est plus dans je réduis les dommages intérieurs, donc c'est-à-dire on met certains équipements hors d'eau. On peut aussi travailler sur tout ce qui est traitement des fissures localisées et le niveau vraiment plus à envisager à long terme sur les dommages intérieurs et extérieurs, où là, on est plus dans je remplace le bois par le PVC sur les menuiseries, je mets de la peinture plutôt que du papier peint dans mon habitation. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, on n'a pas tout fait. Parce que nous, on n'est pas compétent en bâtiment. Voilà, on a parfois une difficulté d'appréhension de la mise en place de certaines mesures qui peuvent être en contradiction avec d'autres réglementations. Du coup, on a essayé de trouver des relais, notamment en prenant contact avec l'agence qualité construction, pour accéder aux ressources des professionnels du bâtiment et échanger sur les sujets techniques. Et du coup, on a créé un groupe de travail, bâti et risque inondation, donc à la fois avec les professionnels, on a la FFP, on a la QC, on a la MRN, on a les institutionnels de l'État, la région Grand Est et on a également le CEPRI. L'idée, c'est vraiment d'informer sur du sujet les professionnels du bâtiment et notamment de l'importance de prendre en compte dans les travaux de rénovation parce que finalement, on se rend compte que les gens, s'ils ne savent pas qu'ils vivent en zone inondable, ils ne pourront pas mettre en œuvre les bonnes prescriptions et lever certaines difficultés d'application, notamment avec les services de l'État, et également les dispositifs d'aide complémentaires, parce qu'on se rend compte que sur la rénovation énergétique notamment, on a on a des aides qui existent chez nous, on a des aides, donc là on est vraiment dans essayer de compiler au mieux ces aides. Donc on a organisé un webinaire en octobre l'année dernière qui avait plus spécifiquement comme objectif de travailler sur les bâtards d'eau et les dispositifs anti-refoulement. On a également appréhendé l'adaptation du bâti au changement climatique. Et on a d'autres sujets sur le tapis à venir, avec notamment tout ce qui concerne les réseaux électriques et les matériaux biosourcés
par rapport au risque d'inondation. Et il me semble que j'ai fini. Voilà. Ça y ressemble en tout cas, mais merci beaucoup Emmanuel. Donc la question qui vous a été adressée, finalement, vous y avez répondu puisqu'il s'agissait de savoir si il existait un lien entre les services du SDA et ceux de le SAR. Le SAR, c'est le service d'aide à la rénovation énergétique de la région Grand Est ou de l'État. D'ailleurs, je suis pris d'un doute d'un seul coup, mais vous avez répondu à la question, c'est-à-dire que ce travail d'articulation et ce travail de mise en relation des services d'aide à la rénovation énergétique et inondation est en cours. Il y a certainement du travail, mais ce sera également l'objet de l'intervention de Guillaume Tournadre en fin d'atelier, donc on lui laissera développer cet aspect. Alors, on l'a vu, hein, il y a un enjeu, de réussir à développer une approche multi-acteurs. Et c'est l'occasion pour moi de laisser la parole à Monsieur Talhofer, qui a su développer justement pour la ville de Tolaï, qui a su développer cette approche globale et multi-acteurs. Hans-Ulrich Talhofer, es liegt an Ihnen. Et je rappelle que pour les autres, je rappelle pour les intervenants français que vous pouvez basculer au niveau de la traduction, donc en utilisant le canal approprié. Also diesmal es liegt an Ihnen, Herr Talhofer. So, ich hoffe, man sieht die Präsentation. Voilà, j'espère que vous voyez la présentation. Vous avez un petit symbole en bas. Ein Stern, aber den sehe ich. Ouais, je vois un petit astérisque. So, der Bildschirm ist geteilt. Ja, Herr Talhofer, die Regie kann es geht, okay. Voilà, ça marche. Sehen Sie es? Ja. Okay, weil jetzt sehe ich eigentlich nichts mehr, aber gut. Là, du coup, moi, je vois plus. Moment, lädt gerade noch mal. Sehen Sie die Präsentation? Est-ce que vous voyez la présentation? Okay, prima. Also, vielen Dank, dass ich hier auch teilnehmen darf. Kurz vielleicht noch was zum Saale Luxembourg. Merci de votre invitation. Nous faisons partie de la Chambre du commerce et de l'industrie de la Sarre. Nous aidons les entreprises à s'implanter et nous travaillons d'ailleurs aussi dans le développement aussi en Afrique et tout ça toujours dans le domaine des énergies renouvelables, efficacité climatique et adaptation au changement climatique. Je voudrais aujourd'hui vous parler de notre projet ici dans la région de la Sarre qui s'appelle Réseau d'adaptation aux conséquences du changement climatique CAN-T. C'est dans le nord de la Sarre et là, on travaille sur des mesures proactives face au changement climatique. Nous ne sommes pas tout seuls, mais nous travaillons avec le système ITSES ici à Saarbrück en coopération et ce sont eux qui assurent l'accompagnement scientifique de nos mesures. Et maintenant, je vais vous parler davantage des mesures que nous appliquons. Voilà, ici, vous avez un petit aperçu du projet. Nous avons donc la commune de Tolai et c'est un projet qui est soutenu par le ministère de l'Environnement allemand et c'est la stratégie allemande d'adaptation au changement climatique. Et le porteur de projet, c'est la commune de Tolai. Et là, nous avons une coopération très rapprochée avec les responsables et nous regardons donc quelles sont les conséquences, les répercussions du changement climatique dans cette commune et comment s'adapter. Et là, nous regardons donc la planification communale, l'eau, et nous avons fait une analyse des risques, mais je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, développement d'une stratégie et également phase de mise en œuvre de celle-ci. Et le tout fonctionne sur la base d'un réseau que nous sommes en train d'établir, c'est-à-dire un réseau impliquant l'arrondissement. Et donc ça, c'est CAN.
Vous avez 10 acteurs principaux que vous voyez ici dans la partie d'intérieur, dans la partie centrale. Ça, c'est donc la protection contre les catastrophes, mais également la sylviculture, l'agriculture, les régies des eaux, les chambres de commerce, de l'industrie, les employeurs, c'est-à-dire tous ceux qui mettent à disposition des emplois, les architectes sur place, les sectes, les organisations de secteurs. Donc, vous voyez qu'il y a un grand nombre d'acteurs et vous voyez qu'il y a une sorte de rayon partant du centre et nous avons ici donc 10 acteurs principaux qui, eux, ont le rôle de s'occuper des institutions desquelles ils sont donc responsables. Donc, eux sont tenus à les informer. Par exemple, l'association des agriculteurs qui va renseigner par la suite les sylviculteurs et les agriculteurs. La même chose pour, par exemple, les organisations pour la lutte contre les catastrophes, etc. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez un réseau relativement dense qui se penche sur le sujet de l'adaptation au changement climatique et à différents niveaux, nous avons donc impliqué les partenaires. Ici, voilà une partie de l'analyse de la situation de risque. Vous voyez ici une topographie, une cartographie de la commune avec tous les fleuves et les eaux qui existent. Donc ici, nous avons fait une projection numérique et nous avons simulé ici des précipitations centenaires, donc un événement qui a lieu tous les 100 ans, mais ce matin, nous avons d'ores et déjà entendu que en pratique, ces crues centennales sont quelque chose que nous allons rencontrer plus souvent et pas seulement tous les 100 ans. Nous avons donc fait une simulation d'une crue centennale, c'est-à-dire qu'il y a pendant 1 heure une pluie abondante et il y a une vidéo qui après montre ce qui se passe au cours des 3 prochaines heures. Donc, où iront ces pluies, ces masses d'eau et quels sont les endroits critiques dans cette commune où il y a le risque, où il faudrait interagir, où il faudrait réagir, c'est-à-dire au niveau d'une intervention de catastrophe. Lorsqu'il y a donc une montée ici de l'eau, ça c'est quelque chose qui a été visualisé ici dans cette partie-là. Donc ça c'est quelque chose que nous avons fait dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire que pour les bâtiments, nous avons réalisé une analyse de la vulnérabilité pour savoir quels étaient les bâtiments qui étaient exposés à un risque et à quel moment. Donc ça, c'est très important à savoir pour les forces d'intervention, pour qu'eux puissent savoir à quel moment le niveau d'eau va monter jusqu'à quel niveau et qu'est-ce qu'il me faudra entreprendre pour éviter les dégâts. Grâce à cette simulation, nous pouvons voir également quelles sont les parties à risque et on peut également prendre des mesures au niveau de la construction, c'est-à-dire sur les bâtiments, dans les routes, c'est-à-dire de savoir d'où vient l'eau. Est-ce que je trouve d'ores et déjà un moment de le faire passer par un autre endroit pour justement éviter qu'il y ait des dégâts. Nous avons publié ces résultats, nous en avons discuté avec la commune et les résultats sont également pris en compte lors de la planification de l'aménagement, c'est-à-dire que l'aménagement du territoire est très important, ça nous l'avons déjà entendu ce matin, pour pouvoir réagir et donc les résultats de nos simulations ont été pris en compte et la commune maintenant peut ici s'adapter au niveau de l'aménagement, de la planification pour savoir est-ce qu'il faut peut-être prendre d'autres mesures au niveau de la construction. Ces cartes ont été publiées, on peut les trouver sur le site de la ville, de la commune, de Tolai.
Et ceci permet à chaque habitant de voir ce qui risque d'arriver à sa maison lorsqu'il y a donc des pluies abondantes. Nous avons bien sûr aussi développé des mesures très concrètes issues de cette analyse, c'est-à-dire que l'on a regardé de plus près, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire. Vous savez peut-être que moi, je viens de la pratique, c'est-à-dire de l'artisanat. Et donc, la question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de façon très concrète auprès des artisans, mais aussi pour chaque habitant. Et ça, c'est maintenant un outil mis à disposition aux habitants, mais aussi aux artisans, et ils peuvent concrètement dire à leurs clients, eh ben, tu te trouves dans telle et telle situation, à tel et tel endroit de la ville, et donc on peut te proposer telle et telle mesure. Mais nous n'avons pas seulement regardé les crues, mais également des événements de chaleur intense, et également nous en avons développé des mesures. Donc, nous avons communiqué et proposé des formations pour les artisans pour qu'eux puissent s'adapter maintenant à ces nouvelles exigences et à cette nouvelle situation. Et là, il était important aussi d'interconnecter ces différents aspects, c'est-à-dire de parler aussi de l'assainissement des bâtiments et de ces événements de catastrophe, parce qu'on ne peut pas commencer à faire la rénovation d'un bâtiment et ne pas penser aux risques. Nous avons développé différents modules de formation que nous avons continué à développer. Il existe des modules dans le domaine des toits végétalisés et dans la protection contre les inondations pour les bâtiments, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire sur le bâtiment pour pouvoir le protéger contre les inondations. Et nous avons donc proposé les formations aux artisans pour qu'ils sachent, eux, qu'est-ce qu'il fallait faire pour protéger les bâtiments. Ou bien lorsque l'eau en surface commence ou s'il y a un niveau qui monte, donc la question de savoir que puis-je faire avec mes fenêtres, les portes, etc. Quelles sont les possibilités, les clapets de retenue, par exemple, nous en avons entendu parler tout à l'heure, mais également protection thermique ou aussi des toitures, ce que vous voyez ici à gauche sur une terrasse. Comment le combiner éventuellement avec les énergies renouvelables. Voilà, donc c'est vraiment tout un éventail assez large de possibilités de formation que nous proposons aux entreprises, aux artisans, aux ingénieurs, aux architectes. Donc, nous avons préparé tout ça. Par la suite, nous avons développé différents formats de conférences et de formations. Donc, un sur les toits végétalisés, protection contre les inondations et également protection par des systèmes Smart Home. Nous allons un petit peu partout dans notre région. Nous proposons ces formations. D'ailleurs, c'était un petit peu difficile pendant la pandémie, mais nous avons également développé un format en ligne où l'on montrait aux artisans comment mettre en œuvre ces différents moyens, ces différentes mesures pour qu'eux puissent par la suite informer les acteurs. Comment allons-nous continuer maintenant? Alors, nous avons ce réseau, ce qui est fort intéressant parce que nous avons vraiment autant d'acteurs qui travaillent tous sur ce réseau. Je l'ai montré tout à l'heure dans une de mes premières diapos. Et en ce moment, on est en train d'installer un système d'alerte précoce LoRa. Et vous le voyez ici sur cette photo, ce sont des petites boxes avec un élément photovoltaïque. Ils vont être installés partout
Dans la commune, nous avons eu ces inondations en Allemagne et en France, et beaucoup de morts. Et donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là que nous avons développé ceci. Il y a donc ce système d'alerte précoce et il y a le projet Smart Cities pour la numérisation qui nous permet de cette manière de recevoir des alertes par le smartphone ou par d'autres biais et de cette manière de renseigner, de signaler aux habitants le plus vite possible qu'il y a donc risque d'une inondation. Donc maintenant, on est en train de prévoir l'installation de ces box à tous les endroits où l'on considère que ce sont des zones à risque et nous sommes également en train de discuter avec les forces d'intervention, mais on essaie d'impliquer également les artisans, non seulement dans la prévention, mais également dans les mesures à entreprendre lorsque quelque chose se passe. Donc ça, c'est une nouvelle perspective aussi pour les sociétés de l'artisanat. Ces petites boxes que vous voyez ici sont montées par des jeunes, par des apprentis. A priori, ce sera la relève des pompiers sapeurs volontaires de la région qui vont s'en charger. Donc, tout ça permet de sensibiliser les personnes et les jeunes aussi à ce sujet, mais d'autre manière, c'est aussi une façon de travailler ensemble et de s'occuper de manière très active des conséquences du changement climatique, tout en impliquant un grand nombre d'acteurs dans la région et tout le monde travaille ensemble sur ce projet et tout ça dans le but de développer donc une société résiliente au changement climatique. Merci, Monsieur Talhofer. Nous avons une question dans le chat et donc de savoir comment ça se passe au niveau de la formation. Est-ce que ça marche bien? Nous en avons déjà parlé. C'est pas toujours facile d'intéresser les artisans à ce genre de sujet. Comment le faites-vous? Effectivement, c'est là un des plus grands problèmes, je dois l'avouer. En ce moment, nous passons par des ateliers. Nous invitons les entreprises et à l'avenir, on aimerait bien l'intégrer dans leur formation. Ce sera une des prochaines étapes, mais ça prendra un petit peu plus de temps parce qu'il faudra changer les programmes de formation. Nous voyons qu'il y a les architectes, les ingénieurs qui s'intéressent et donc on invite et on organise des ateliers. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avons 2000 entreprises dans l'artisanat où on cherche un jeune qui pourrait reprendre l'entreprise. Donc, tout ça pour vous dire, il y a une forte pression dans le marché et il y a beaucoup de demandes et très peu de sociétés, très peu d'artisans qui peuvent vraiment répondre à ce besoin. Et il faut vraiment maintenant mettre en avant qu'il s'agit là d'une formation pour les artisans de l'avenir. Mais je crois que tout le monde, dans toutes les régions, on a vraiment toujours cette problématique, toujours ce problème d'intéresser l'artisan à ce genre de formation. Et donc, c'est de les inciter à participer en disant ça ouvre de nouvelles possibilités à l'avenir. Nous espérons qu'à l'avenir, on pourra travailler ensemble parce que nous nous trouvons face au même problème en France et en Allemagne et je pense que ce serait vraiment très, très intéressant de pouvoir travailler ici ensemble. Merci beaucoup. Je prie d'excuser pour le retard assez terrible. Guillaume, le sujet que vous allez traiter a déjà été partiellement abordé, donc vous allez intervenir en forme de conclusion, mais je pense que c'est une conclusion qui est aussi une ouverture sur le futur, qui est la question de savoir comment est-ce qu'on va articuler les enjeux de rénovation énergétique des bâtiments et les enjeux d'adaptation de ces mêmes bâtiments au changement climatique. Je vous laisse la parole tout de suite.
Ah oui, non, hop, c'est bon. Hop, 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 partager. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Parce que moi, je vous vois surtout vous pour l'instant. Pour l'instant, c'est surtout moi, mais peut-être que du côté de la régie, si vous avez des difficultés, peut-être est-ce que, Antoine à la régie, est-ce que vous pourriez partager l'écran de Moi, ça c'est. Nadre? Oui, parce que moi, il dit que c'est bien, le partage est fait. Donc, Ouais, voilà, mais là, c'est mieux parce que tout à l'heure, vous me partagiez moi, donc c'était certes très intéressant, mais on va plutôt regarder votre présentation. donc, du coup, je dois passer, ou c'est quelqu'un qui passe pour moi, du coup, alors? C'est bon, allez-y, normalement, vous pouvez tourner, vous pouvez. Nous, non, il on dit a je suis votre tout seul. présentation à l'écran. D'accord, alors attendez, parce que. Ah non, mais c'est pas moi qui ai contrôle dessus, en fait. Elle est toute seule. Ah d'accord, non, je sais pas. Si, vous cliquez une fois et vous faites... Comment on remonte alors en arrière avec les flèches. Alors attendez, hop. Vous cliquez à l'écran avec les flèches pour revenir en arrière. Les flèches du clavier, hein, s'entend. Oui, mais... Ben, voilà, hop, vous y arrivez. C'est qu'il y a un petit temps de latence, c'est pour ça que... Ouais, de toute façon, je vais peut-être faire un petit peu plus... du coup, je vais prendre peut-être des petits raccourcis. Bon, je crois qu'on l'a compris... donc on a hérité d'enjeux qui sont situés en zone inondable, même s'il y a encore même des enjeux qui s'y rajoutent. Et du coup, on ne peut pas retirer tous ces enjeux facilement, les soustraire au risque d'inondation. Et donc, bien construire, c'est un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, ces recommandations, elles s'appuient sur une liste de documents qui se sont déjà plutôt bien établis, même s'ils sont souvent un peu généraux. Donc là, vous en voyez quelques-uns à l'écran qui sont pas exhaustifs. Il y avait celui que Monsieur Petitpas a cité de la MRN, qui est récent et qui est très intéressant. Donc voilà, il y a quelques documents et notamment donc celui du CEPRI qui participe depuis plus de 10 ans donc à élaborer des recommandations. Donc, en fait, on a des difficultés à adapter les logements au risque d'inondation. C'est des difficultés, notamment techniques, c'est ce que je disais. Donc, même s'il y a de la documentation à disposition, on a encore un manque d'information, au moins en tout cas de diffusion de cette information sur les techniques et sur les matériaux qui doivent être privilégiés auprès, donc notamment des artisans qui sont peu sensibilisés ou en tout cas peu informés sur les techniques à adopter. Il y a aussi des freins psychologiques qu'il ne faut pas minimiser, donc des habitants pour passer aux travaux. Et puis même ces habitants même souffrent souvent d'un manque d'information, même si on fait des progrès dans ce domaine-là en France, comme l'a montré Madame Siri du SDEA. Un des autres freins, c'est qu'on a un coût certain donc de ces travaux. Ça représente quand même des sommes qui peuvent être assez importantes. Et en revanche, la rentabilité est relativement incertaine puisqu'il faut qu'il y ait une inondation en fait pour que cette rentabilité apparaisse. Et donc ça aussi, ça constitue un frein important puisque cette rentabilité paraît très hypothétique de tous les niveaux, hein, même au niveau des pouvoirs publics. Il peut y avoir une hésitation à mettre de l'argent public là-dedans. L'adaptation et l'habitation, donc du point de vue de l'adaptation aux inondations et la rénovation énergétique, donc elles présentent des différences. Ce ne sont pas les mêmes guichets de financement, ce ne sont pas les mêmes temporalités, mais en revanche, elles ont quand même des points communs. C'est qu'elles portent sur le même objet, qui est sous l'habitat pavillonnaire principalement, et puis elles présentent aussi le fait que aucune des deux n'a vraiment d'obligation encore très développée, pas vraiment d'obligation du point de vue de la rénovation sur l'habitat ancien et encore peu d'obligations aussi pour l'adaptation aux inondations. Et donc, on se base sur un diagnostic de vulnérabilité qui a été présenté par Mme Siri, qui est en fait un outil d'aide à la décision. Et donc, dans les deux cas, on va avoir beaucoup plus souvent une aide à la décision, c'est-à-dire une incitation plutôt que vraiment une obligation. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de se greffer, donc de greffer en tout cas de ces deux politiques publiques. Donc la démarche, cet angle d'approche a été commencé au CEPRI en 2018 avec des échanges donc avec des professionnels de la rénovation énergétique et plusieurs constats donc ont été faits. C'est que le parc de logement donc principalement pavillonnaire est en évolution constante. Donc ça c'est un atout évidemment pour intervenir à tout moment. Que les deux filières, donc rénovation et adaptation aux inondations, sont relativement encore cloisonnées, enfin même totalement cloisonnées, on va pas se mentir, et que les interventions donc sont généralement monothématiques. On a aussi donc un impératif de rationalisation des dépenses publiques, et donc là, c'est par exemple, c'est aussi un atout pour convaincre d'intérêt
mutualiser les deux opérations. Et donc, on a une convergence qui est à construire pour articuler la réduction de la vulnérabilité aux inondations et les opérations de rénovation du bâti. Donc, c'était un créneau qui nous a paru donc important donc d'attaquer. Alors, je vais passer très vite, du coup, je pense, sur cet exemple vu le temps qui reste, mais c'était pour illustrer le fait que, par exemple, pour un équipement de génie thermique aussi classique que la chaudière, c'est un enjeu important en rénovation énergétique, mais aussi en inondation. Et donc, un geste tout simple au moment de la rénovation d'installer une nouvelle chaudière, en le surélevant, comme on le voit en bas à droite, ça représente un surcoût très faible, même s'il y en a un, et pourtant, ça a déjà un intérêt sur les deux sujets, et pourtant, en fait, c'est très rarement fait. Et on a des exemples, même ici, nous, on a eu un retour d'expérience aux inondations ici en 2016 et 2018, où cette non-adaptation, en fait, a détruit des remplacements de chaudières sur des maisons qui avaient été inondées, en fait. Et donc, notre projet, donc l'objectif, c'est de faire de la réduction de la vulnérabilité une composante des politiques d'amélioration de l'habitat privé en général et donc de la rénovation énergétique, avec 3 étapes. C'est sensibiliser les acteurs de l'habitat et du logement, donc dans une première étape, initier des expérimentations pour disposer de retours d'expérience concrets et ensuite mettre à la disposition des acteurs les retours nécessaires donc à cette mutualisation, notamment en termes d'information de l'ensemble des acteurs, des professionnels de cette filière. Donc pour ça, on a créé 2 groupes de travail. D'abord, un premier groupe de travail avec des acteurs de la rénovation énergétique ici, localement, donc des bureaux d'études. Bon, je vais pas faire l'inventaire puisqu'il faut quand même aller un petit peu vite. Mais en gros, toute la sphère des professionnels de la rénovation énergétique et donc aussi bien public que privé, dans l'optique de réfléchir aux mutualisations possibles donc entre les travaux donc concrètes de réduction de la vulnérabilité et des opérations de rénovation énergétique dans le but d'élaborer des supports. Et donc ce qui a été fait, 3 fiches d'information et un tableau de mesures techniques. Les fiches d'information renseignent sur la première sur l'intérêt, explique le risque d'inondation et pourquoi c'est intéressant de réduire le risque, quels sont les gains à avoir. Dans deuxième fiche, c'est où rechercher l'information sur les inondations, comment savoir si un bien est en zone inondable, par exemple, où aller savoir quelle est l'exposition du risque en termes de hauteur. Et alors attendez, hop, parce que c'est déjà redescendu. Et non, mais ça redescend tout seul. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, est-ce que du côté de la régie, il y a quelque chose à faire? Non, mais c'est pas grave, on va tracer. Et donc, soit une 3e fiche qui renseigne sur les sources de financement. Donc, avec ces 3 fiches, on va pouvoir informer, vous les voyez du coup à l'écran, vous les voyez, elle permet d'informer donc les acteurs de la rénovation énergétique, aussi bien sur l'intérêt, donc sur comment rechercher l'information pour la transmettre aux particuliers et sur comment financer. Et ensuite, on a un tableau de mesures donc qui a été élaboré avec ce groupe de travail pour en fait faire l'inventaire par élément du bâtiment des travaux qui peuvent être faits du point de vue de l'adaptation aux inondations et de leur rénovation énergétique. Et ça permet de croiser pour comprendre quelle est la mesure technique qui va présenter des bénéfices sur les 2 tableaux, donc, mais aussi pour pointer éventuellement les contradictions. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que quand on fait des travaux de rénovation énergétique, on ne vient pas en fait augmenter la vulnérabilité aux inondations. Donc du coup, j'ai pas le temps, je pense, de vous présenter le tableau. C'est un petit peu dommage, mais c'est un tableau croisé qui est assez riche et on a des retours plutôt positifs donc des fédérations du bâtiment qui ont travaillé. Vous pouvez quand même l'afficher. On va se prendre 2-3 minutes. Alors attendez, parce que du coup, faut peut-être que je partage mon écran. Alors là, du coup. Je sais pas, est-ce que je retente, je vais le tenter enfin, écoutez, comme ça, là, je réexplique vite la démarche, je la retrace. Donc, on a fait appel à un groupe de travail au niveau national, donc avec les fédérations de la construction et du bâtiment, pour concrétiser, en fait, ce tableau. Et en fait, avec l'ensemble de ces documents, ce qu'on souhaite faire, c'est aller voir, donc, expérimenter localement auprès des acteurs de la rénovation énergétique, donc des conseillers Espace Info Énergie, pour que eux disposent de ces documents et puissent informer les personnes, donc les habitants qui viennent prendre conseil auprès des conseillers Info Énergie, pour que à cette occasion-là, en fait, on leur rappelle qu'ils sont en zone inondable et qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour réduire leur vulnérabilité aux inondations à l'occasion de ces travaux. Donc, leur expliquer de l'intérêt, de la pertinence de mutualiser ces 2 travaux. Donc, on en est aujourd'hui, vous voyez donc à l'écran là, à la phase de détermination de territoire d'expérimentation pour lancer la démarche, dont au moins 2 territoires.
donc avec l'ensemble des acteurs locaux, bâtiments publics, et, donc acteurs du bâtiment, acteurs publics. Et puis donc expérimenter, ensuite d'en faire apporter tous les arguments en faveur de ce type de démarche et que ça essaime dans l'ensemble de la France. Donc du coup, si on a vraiment 30 secondes, je peux juste afficher le tableau. Je ne sais pas si, dans ce cas, peut-être quitter le partage. Si vous y parvenez, oui. Ouais, voilà, on va tenter. Avec plaisir. Hop, et bien je sens que ça ne va pas marcher. Oui, je pense, avec un petit... Ah, vous me repartagez à nouveau. Oui, voilà, c'est pour ça, on vous voit toujours. Alors écoutez, je sais pas, ça a marché toutes les autres fois, évidemment. C'est incroyable. Hein. On peut tester 2 minutes à la fin. Bon, mais écoutez, je suis vraiment navré. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est plutôt nous qui sommes navrés d'avoir été obligés de vous précipiter un petit peu. Je crois quand même ce qu'on a compris. Hein, moi, il me semble qu'au terme de cet atelier, on a compris plusieurs choses. D'abord qu'il y a des enjeux qui sont vraiment communs dans l'ensemble des pays européens. Donc là, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de la France, mais c'est vraisemblablement le cas également du côté de la Wallonie. Donc il y a certainement tout un intérêt à travailler de manière transfrontalière. Donc, on essaiera de poursuivre cet aspect-là. Le second aspect qu'on a compris, c'est vraiment ce que vous avez montré à travers votre présentation, Monsieur Tournade, c'est qu'il y a vraiment un enjeu très lourd d'articulation, de meilleure articulation, même de début d'articulation entre les travaux de rénovation énergétique et les travaux de prévention au risque naturel. On l'a déjà vu ce matin, hein, on n'est plus dans une démarche où il s'agit uniquement d'éviter la production de gaz à effet de serre. On a bien compris que le coût était parti du point de vue du dérèglement climatique et qu'il fallait dès à présent commencer à s'adapter, qu'il y avait vraiment un enjeu important pour faire en sorte que ces politiques s'articulent mieux et même dans certains cas, parce que malheureusement je crains que ce soit le cas parfois, ne soient pas contradictoires. Je crois que c'est un vrai enjeu. Voilà. Je remercie tous les intervenants qui ont été extrêmement denses dans la présentation. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de faire le petit débat, mais je crois que la richesse des interventions compense assez largement cette absence de débat. Encore une fois, j'espère que cet atelier sera le point de départ de quelque chose, plus que la fin de quelque chose, le point de départ d'une coopération entre acteurs. Voilà, donc je vous remercie. J'en profite également pour remercier notre traductrice. C'est un exercice toujours difficile et extrêmement dense. J'en profite également pour remercier Daniel Kolanec de la FFB Grand Est qui relayait les questions que vous avez pu poser via le chat. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et je vous dis à bientôt, je l'espère en tout cas. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.